Il nous vient non pas de Belgique, mais de Paris, où il enseigne. Il est chercheur et enseignant en sciences politiques à l'Université de Versailles et l'Université de Liège, spécialiste des migrations liées à l'environnement et de géopolitique de l'environnement. Je vous prie de bien vouloir applaudir François Gemène. Merci beaucoup, Julien. Bonsoir François. Et merci d'être avec nous ce soir. Je dois vous dire avant de commencer que je suis plus du tout enseignant ni à Versailles ni à Liège. Ah ça y est, c'est fini. Versailles, j'ai dû quitter en 2014, donc 10 ans. Alors où enseignez-vous? Et Liège, je suis professeur à HEC à Paris et j'enseigne également à Sciences Po Paris et à l'Université de la Sorbonne. Parfait, c'était la suite de ma présentation. Au moins, celle-ci est bonne. Ok. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont L'écologie n'est pas un consensus, chez Fayard, 2022, Géopolitique du climat, 2009-2015, entre autres, nombreux ouvrages. François Gemène, vous étiez à la COP29, oui, il n'y a pas si longtemps, quelques jours. Qu'est-ce que vous y avez entendu, la COP29, hein, vous savez, cette grande messe qui revient autour du climat où un maximum d'acteurs se rassemblent pour faire le point et envisager des solutions à l'échelle internationale pour essayer d'accélérer cette transition dont on parle ce soir? Oui, disons, j'aime pas l'expression de grand-messe quand on parle des COP, parce qu'en réalité, on a l'impression que c'est une sorte de grand barnum où les gens viennent boire du champagne en jet privé, et on a l'impression de réunions un peu inutiles à l'empreinte carbone peu justifiable. En réalité, je crois que il faut absolument entendre que les COP sont l'organe de gouvernance dont nous avons besoin pour gouverner un problème qui est par nature global et qui s'étend sur le long terme. Et donc, on a besoin, évidemment, à intervalles réguliers, de réunir l'ensemble des pays qui sont aussi l'ensemble des parties prenantes au problème pour voir à la fois quelles solutions on va pouvoir dégager, à la fois en termes de transition, en termes d'adaptation, en termes de financement. Et alors, on peut discuter du format. On peut se dire que peut-être ce n'est pas le moyen le plus rationnel d'avancer que de réunir tout le monde pendant 15 jours et de les enfermer jour et nuit jusqu'à ce qu'un accord sorte de la COP. Et je fais partie de ceux qui pensent que ces négociations devraient être davantage étalées dans le temps, quitte peut-être à perdre le momentum qu'on a à la fin de l'année lors de la COP. Mais nous continuerons à avoir besoin, bien entendu, d'un organe de gouvernance du climat dans le temps long qui rassemble l'ensemble des parties. Donc on en a besoin, ok, mais qu'est-ce qu'il en sort là concrètement? Vous en venez de cette, non pas grande messe, mais de cette rencontre, et concrètement, c'est quoi les solutions qui sont proposées là-bas? C'est comme un conseil des ministres hebdomadaire pour le gouvernement de la France. C'est-à-dire qu'à certaines COP, vous allez avoir des accords marquants. Ça a été le cas l'an dernier à COP28 où il y a eu un accord qui était politiquement ambitieux puisqu'il traçait un horizon commun pour l'ensemble des 200 pays qui étaient rassemblés. Et puis vous avez d'autres COP, ce fut malheureusement le cas cette année, où les avancées sont beaucoup plus modestes, des COP qui laissent un goût de trop peu et qui effectivement laissent un arrière-goût de déception. Je pense que en termes de solutions, ce qui était discuté ici, c'était la question des financements. L'idée de l'appeler COP de la finance a parfois donné l'impression que c'était peut-être une sorte de COP de banquiers, alors qu'en réalité, derrière cette question, c'était la question de la justice climatique entre pays du Sud, plus affectés par les impacts du changement climatique, et pays occidentaux, davantage responsables et avec davantage de moyens. Et c'était en réalité, non pas tant une COP de la finance, mais une COP des moyens de mise en œuvre de ce qui avait été décidé l'an dernier à Dubaï. Et le problème, évidemment, c'est que d'abord, les moyens proposés et mis sur la table ne sont pas à la hauteur des besoins. Alors, on parle de 300 milliards de dollars, et c'est un chiffre qui paraît évidemment énorme à l'échelle d'un individu, même à l'échelle du budget d'une ville ou d'une collectivité. Mais ça, on estime les besoins pour la France à 67 milliards. On est donc sur un chiffre qui est inférieur à 5 fois le budget nécessaire à la transition de la France pour des enjeux qui sont évidemment plus de 5 fois supérieurs, plus de 5 fois plus grands à ceux de la France. Et donc le montant
qui est proposé d'abord est très nettement insuffisant, d'autant plus qu'une partie de cet argent sera fournie sous forme de prêt. Mais surtout, moi, je regrette beaucoup que la négociation se soit enfermée dans une sorte de négociation symbolique sur un chiffre. En réalité, ce chiffre, il ne dit pas grand-chose, c'est simplement un marqueur des inégalités entre pays occidentaux et pays du Sud. Et je regrette beaucoup que on se soit focalisé sur ce marqueur symbolique qui est largement une fiction juridique. Aucun pays jamais ne touchera tout cet argent. On discute de toute façon d'une somme qui sera mobilisée à partir de 2035, donc de toute façon 1000 fois trop tard. On discute d'une sorte de symbole qui est une fiction juridique qui est censée marquer une forme de justice entre pays du Nord et pays du Sud. Et pendant qu'on fait ça, on ne discute pas du tout de solutions concrètes, c'est-à-dire de ce qu'il faudrait faire dès aujourd'hui pour mettre en œuvre la transition et l'adaptation dans les pays du Sud. Et j'ai l'impression parfois que les négociateurs, et notamment les négociateurs des pays du Sud, sont davantage soucieux de repartir des négociations la tête haute en se disant qu'ils ont fait plier les pays occidentaux, plutôt que de repartir avec des moyens concrets, de mettre en œuvre concrètement les solutions d'adaptation et de transition dans les pays du Sud. Et c'est pareil, on peut faire le même reproche aux pays occidentaux, qui plutôt que de travailler sur des moyens concrets, de faire baisser les émissions ou d'adapter les territoires et les communautés aux impacts du changement climatique, préfèrent en quelque sorte s'enfermer dans une négociation de marchands de tapis, et je dis ceci sans vouloir être insultant pour les marchands de tapis, qui portent sur des enjeux purement symboliques. Et on repousse, quoi. 2035, voilà, c'est ça aussi ce que vous dites, plutôt que du concret. On est sans cesse en train de repousser l'obstacle, effectivement, et faute de déployer des solutions concrètes immédiatement, on se fixe des objectifs de moyen ou de long terme, c'est-à-dire qu'en fait, on passe le problème au suivant. Très peu des diplomates qui ont négocié en 2024 seront encore là pour négocier en 2035. Et donc, on voit bien qu'on est sur des enjeux strictement symboliques, mais qui, en fait, font pas baisser les émissions de gaz à effet de serre d'une tonne. Et si on fait un pas de côté et qu'on regarde l'Union européenne, où à cette échelle, il y a eu une volonté politique quand même avec un Green New Deal qui a été porté il y a quelques années de cela. Est-ce que là, on est à la hauteur des enjeux avec ce type de solutions politiques qui ont été quand même largement, on va dire, vidées de leur substance depuis le départ de l'idée? Alors, pas vraiment. Il faut comprendre que le rôle des COP, et je fais le lien entre ce qui se passe chez nous dans l'Union européenne et les COP, le rôle des COP, on s'imagine souvent que c'est des réunions qui ont pour but de sceller des accords entre États. En fait, le but principal, et ces accords entre États ont grosso modo la même valeur que des résolutions de Nouvel An, le but principal des COP, c'est avant tout d'envoyer des signaux aussi clairs que possible aux industries, aux marchés, aux autorités locales, bref, à tous ceux qui concrètement vont faire la transition dans les industries, dans les entreprises, dans les territoires. Et donc de leur donner un signal quant à la direction que va prendre l'économie demain. Le problème, c'est que la COP29 n'a même pas été capable de reprendre le signal qui était très fort et qui avait été envoyé à la COP28. Et le problème, c'est que ça tient encore à une question de financement. Les pays du Sud avaient accepté de renoncer aux énergies fossiles. C'était évidemment infiniment plus difficile pour les pays du Sud de renoncer aux énergies fossiles que pour les pays occidentaux. Très clairement, quand vous êtes l'Europe, quand vous avez presque plus de charbon, pas de pétrole et très peu de gaz, c'est facile de dire il faut renoncer aux énergies fossiles. C'est comme si moi je disais il faut renoncer aux cheveux longs. C'est facile à dire de mon point de vue. C'est beaucoup plus compliqué pour le point de vue des autres, en particulier pour celui des pays du Sud, qui comptaient beaucoup sur les énergies fossiles pour assurer leur développement. Et donc l'engagement que prennent les pays du Sud l'an dernier, il est quand même conditionné à une sorte de promesse faite par les pays occidentaux qui leur disent « engagez-vous là-dessus et on vous donnera des financements qui vous permettront de tenir cet engagement ». Et donc comme les financements n'arrivent pas, les pays du Sud disent on n'est pas capable non plus de réitérer cet engagement, et c'est là où la COP29 envoie des signaux de confusion et d'hésitation à ceux qui concrètement font baisser les émissions de gaz à effet de serre, notamment dans l'Union européenne. Et donc j'arrive à la question de l'Union européenne. On a l'an dernier dans l'Union européenne une baisse des émissions d'à peu près 8,3%.
Alors c'est un chiffre qui peut paraître conséquent et qui, effectivement, ne boudons pas notre plaisir, est très encourageant, en sachant qu'il y a à peu près un tiers de cette baisse qui est vraisemblablement conjoncturelle, qui est faite simplement que l'hiver avait été particulièrement doux et que donc la consommation d'énergie en Europe avait été restreinte de ce fait. Mais néanmoins, il y a toute une série de mesures structurelles et surtout de transformation de processus industriels qui ont porté leurs fruits. Par exemple, si on regarde des industries comme l'acier ou la chimie, ce sont des industries qui ont considérablement baissé leurs émissions dans l'Union européenne. On est sur des chiffres autour d'une baisse de 10% pour ces deux industries. Et donc, j'ai envie de dire que si on regarde uniquement la trajectoire européenne, on pourrait se dire on est bien parti pour atteindre les objectifs du Green Deal européen. Et en soi, c'est pas mal. Sauf que, on va pas pouvoir faire moins 8% chaque année. C'est un coup de chance. C'est pas forcément un coup de chance, mais disons qu'il y a un tiers qui était conjoncturel. Et surtout, c'est bien plus facile de réduire beaucoup les émissions au début qu'à la fin. Tous les gens qui ont déjà couru un marathon, et ce n'est pas mon cas, savent que les premiers kilomètres sont plus faciles à courir que les derniers. Et donc, en réalité, c'est beaucoup plus facile au début quand on commence parce qu'il y a des émissions un peu immédiates dans lesquelles on peut tailler. C'est après que ça va devenir plus compliqué et plus coûteux. Et donc, en réalité, il faudrait qu'on soit sur un rythme supérieur dès maintenant. Le deuxième problème, c'est que on vise ici uniquement les émissions à l'intérieur de l'Union européenne. Et on est, je crois, dans une sorte de logique un peu délétère qui répond à une sorte de bon sens populaire où on considère que chacun doit faire sa part. C'est un peu comme si vous aviez un immeuble en feu dans lequel seraient piégées 10 personnes, les pompiers arrivent, il y a 5 pompiers dans le camion, le premier pompier en sort, sauve 2 personnes de l'immeuble, et puis rentre à la caserne en disant aux autres, écoutez, moi j'ai fait ma part, débrouillez-vous, j'ai fait ma part, je rentre à la caserne. Si on est aujourd'hui dans une logique où on se dit chaque État doit faire sa part, on est dans la logique du pompier qui sauve 2 personnes et qui rentre à la caserne. Bien entendu, nous ne pouvons pas nous contenter de réduire les émissions sur notre territoire. D'abord parce que nous avons un devoir moral, eu égard à notre responsabilité historique, d'aider les autres à réduire leurs émissions. Ensuite, c'est non seulement une question de justice, mais c'est aussi une question d'intérêt. Bien entendu que si les pays du Sud ont recours aux énergies fossiles pour leur développement, eh bien ça va annihiler les baisses d'émissions qu'on a faites en Europe ou dans les pays industrialisés. Et donc si on veut que ces baisses d'émissions, je dirais, sortent de leur plein potentiel, il est évidemment dans notre intérêt qu'elles soient accompagnées de baisses d'émissions partout dans le monde, parce que sinon, évidemment, les efforts des uns sont annulés par les émissions en hausse des autres. Et donc, c'est aussi une question d'intérêt pour nous de fournir cet argent pour la transition. Et puis, le troisième élément, c'est que il y a en réalité toute une série d'émissions que nous contrôlons, mais qui pourtant ne sont pas produites sur notre territoire. Ce sont les émissions qui sont liées aux biens qui sont fabriqués à l'étranger et consommés chez nous, ce qu'on appelle les émissions importées. En France, ça représente à peu près 42% des émissions, donc c'est considérable. Et puis, il y a toute une série d'émissions que nous contrôlons via nos multinationales. Je suis très frappé de voir à quel point, dès que les gens entendent le mot multinational, ils pensent à McDonald's, à Nike et à Apple, c'est-à-dire des multinationales américaines. Alors, je ne dis pas que ces multinationales sont parfaitement exemplaires, mais si on regarde les multinationales qui sont au cœur des secteurs de la transition, je suis désolé, mais ce sont souvent des multinationales françaises. Si vous prenez l'acier, ArcelorMittal, numéro 1 mondial de l'acier. Si vous prenez le ciment, 6% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, Lafarge-Holcim, numéro 1 mondial du ciment. Si vous prenez la grande distribution, vous avez Carrefour, numéro 2 mondial de grande distribution. Si vous prenez l'automobile, vous avez Stellantis et Renault-Nissan qui occupent aussi les premières places du classement mondial des constructeurs. Et j'ai même pas encore parlé de Total Energy. Si vous parlez du transport de marchandises, vous avez CMA-CGM, 3e transporteur mondial. C'est-à-dire que si on parle des banques et de l'épargne, nous en parlerons BNP Paribas, première banque européenne et donc à ce titre, plus gros financeur d'énergie
utile. Et ici, je ne veux pas du tout jeter l'opprobre sur ces différentes entreprises. Il y a des efforts réels et des processus réels qui sont à l'œuvre dans ces entreprises. Mais nous, la France, nous sommes au cœur du problème. Et donc, nous sommes au cœur de la solution. Et c'est là où, bien entendu, on ne va pas pouvoir se tracasser uniquement de réduire nos émissions sur notre territoire, parce que nous avons des leviers d'action qui dépassent nos frontières. Alors, on a bien compris qu'on était, nous, la France, au cœur du problème. Forcément, on est aussi au cœur au cœur de la solution. Au cœur de la solution, et au cœur de l'Union européenne. Pour l'instant, il y a des baisses qui s'amorcent. On va voir comment ça évolue. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ces solutions, dans du concret, François Gemene? On a vu qu'il y avait des grandes entreprises, des multinationales. Bon, voilà, elles peuvent faire des choses. Certaines en font plus ou moins. Concrètement, comment elles pourraient en faire plus? Première question, ça c'est pour le volet entreprise. Les entreprises au sens large, et peut-être celles-ci en particulier, puisqu'elles sont quand même au cœur du problème et de la solution. Et puis après, on parlera aussi des collectivités et des citoyens. Voilà, comment chacun peut faire peut-être un peu sa part, mais de manière équitable. Il y a 3 types de solutions qui doivent être combinées entre elles et qu'on a souvent tendance à opposer dans le débat public. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, au vu de l'urgence, va être surtout d'essayer de combiner les solutions et de voir comment elles peuvent se renforcer mutuellement. Et non seulement on a tendance à opposer ces solutions les unes aux autres, et on a tendance à considérer que chaque solution appartient plutôt à un type d'acteur plutôt qu'aux autres. En réalité, je crois que tous les types d'acteurs, entreprises, citoyens, gouvernements, doivent se saisir de l'ensemble des solutions. Et donc, si on essaye de les détailler, il y a d'abord des solutions de type technique ou technologique. Je ne parle pas forcément de taxis volants, et les taxis volants vont surtout augmenter l'empreinte carbone plutôt que de la réduire. Et donc je ne parle pas forcément de solutions technologiques qui restent à inventer, mais je parle de transformations techniques ou technologiques qu'il est déjà possible de mettre en œuvre aujourd'hui. Je prends par exemple la question de l'acier. On a maintenant de nouveaux procédés industriels qui permettent de faire baisser considérablement les émissions des aciéries et des métallurgies. Ça, c'est important. Il y a ensuite des solutions de politique publique. Et ici, en particulier, à mon avis, un grand levier sur lequel on n'a pas encore véritablement osé agir, c'est la question de la fiscalité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de biens avec une très lourde empreinte carbone coûtent beaucoup moins cher que des biens et des services avec une empreinte carbone plus légère? C'est simplement que le coût environnemental de la production de ces biens et des services n'est pas du tout intégré dans le prix de ces biens et des services. Et donc, on parlait en termes économiques, les externalités environnementales ne sont pas du tout internalisées dans le prix que nous payons. Et donc, il y a une sorte de distorsion du marché, littéralement. L'avion est un exemple concret par rapport au train. L'avion versus le train, c'est un exemple tout à fait parlant, mais en réalité, on retrouve le même type de distorsion dans énormément de secteurs, y compris dans des secteurs... Agriculture biologique, agriculture oui, et même fourniture de matières premières dans des secteurs qui ne sont pas toujours visibles aux yeux des consommateurs, mais qui pourtant pèsent évidemment très lourd dans les processus industriels. Et puis le troisième type de solution passe aussi évidemment par les comportements individuels et par aller vers davantage de sobriété dans nos comportements de consommation. Et je crois que l'enjeu va être vraiment de voir comment nous pouvons transformer ces questions, ces solutions et comment elles peuvent se renforcer les unes les autres. On entendra par exemple Citis tout à l'heure qui propose des solutions de covoiturage. On voit bien que pour que le covoiturage marche, c'est utile d'avoir des politiques publiques de soutien au covoiturage, des aménagements routiers, des aires où les gens peuvent se retrouver. Ça nécessite aussi de la part des gens des changements de comportement. Et puis, ça va nécessiter, mais monsieur expliquera ça beaucoup mieux que moi, ça va nécessiter certaines applications qui permettent de mettre en lien les gens et donc certaines applications techniques ou technologiques. Et on voit bien comme les trois vont être nécessaires pour que le covoiturage puisse véritablement décoller et transforme aussi notre rapport à la voiture individuelle avec la voiture qui devient quasiment un mode de transport public. On a bien compris votre propos, François Gemene. Il n'empêche que ces solutions que vous avez évoquées, et même si tous les acteurs peuvent s'embarquer, etc., enfin, il y a quand même eu des rapports. On sait que les citoyens, ils pourront pas jouer à plus de 10, 15, 20% de ces émissions de gaz à effet de serre, même dans leur quotidien.
les entreprises, gros Ah oui, levier. clairement, dans les aciéries, les citoyens font pas grand-chose pour transformer les processus industriels de fabrication de l'acier. On est bien d'accord. Oui. Donc, à un moment, toutes ces solutions, elles sont pas au même niveau. Non. Donc, comment on arrive à créer de la pondération dans ces solutions on veut accélérer. Forcément, il faut commencer par celles et ceux qui pèsent le plus, peut-être, non? Je pense que l'enjeu, c'est d'essayer de déployer toutes les solutions à la fois. On est aujourd'hui dans une telle situation d'urgence qu'il faut littéralement mettre tous les fers au feu, jeter toutes les lignes à l'eau sans distinction. Sans distinction. Je pense qu'il faut absolument tout tenter à l'heure actuelle, et c'est pour ça précisément que l'opposition qu'on fait parfois dans le débat public entre solutions me paraît absolument délétère, parce que ça nous conduit à rejeter d'emblée certaines solutions. Or, je pense que nous avons absolument besoin de mettre tous les fers au feu et d'essayer toutes les solutions. Alors, bien sûr, on a parfois des moyens, notamment des moyens publics, qui sont de plus en plus limités. Et là, je plaide pour que nous ayons l'approche la plus pragmatique possible. C'est-à-dire que nous regardions avant tout sur chaque pays quels sont les plus gros postes d'émission, et là où on va permettre de maximiser la baisse des émissions. Et donc, je pense qu'il faut absolument introduire dans le débat public une notion d'économie qui s'appelle les coûts d'abattement. En d'autres termes, combien d'émissions pouvez-vous réduire avec le même budget? Et c'est là où, évidemment, on a absolument besoin de coopération internationale, parce que les coûts d'abattement sont généralement beaucoup plus faibles dans les pays du Sud que dans les pays occidentaux. Parce que avec, disons, 1 million d'euros, vous allez pouvoir éviter bien davantage d'émissions de gaz à effet de serre et transformer davantage certains processus industriels dans des pays du Sud, notamment, que dans des pays occidentaux. C'est pour ça que l'argent que nous allons, entre guillemets, dépenser, plutôt investir dans la décarbonation des économies du Sud, est de l'argent très bien investi, parce que là, c'est là qu'on va maximiser son efficacité du point de vue des coûts d'abattement. Donc ça, c'est un gros levier. C'est un gros levier. On doit faire exactement pareil, je crois, au sein de nos économies, c'est-à-dire regarder quels sont les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France. Et donc, très clairement, en France, ça va être le transport, l'agriculture, le logement et l'industrie, et voir ensuite comment on va essayer de maximiser les baisses d'émissions. Et le problème, je crois, c'est que nous avons trop souvent tendance à nous attacher à des enjeux symboliques, à des enjeux très idéologiques, qui vont certes créer des polémiques, qui vont faire les beaux jours des plateaux de télévision ou des colloques universitaires, mais qui par contre vont pas permettre concrètement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, c'est là qu'est l'urgence vis-à-vis de ceux qui sont déjà touchés dans leur chair et dans leurs biens par les impacts du changement climatique. Je pense que c'est un devoir moral d'adopter l'approche la plus pragmatique possible et de voir comment on va réduire les émissions le plus vite possible et le plus fort possible. Le plus vite, le plus fort, pour préparer cette émission, cette rencontre. C'est pour ça que tirer des plans sur la comète avec des financements en 2035, à mon avis, n'a aucun sens. En 2035, j'ai presque envie de dire, il sera quasiment trop tard. C'est maintenant qu'il faut agir. Donc c'est maintenant. Et pour préparer cette rencontre, vous me disiez, c'est maintenant qu'il faut agir sur l'énergie. C'est le gros levier, l'énergie. Vous disiez tout à l'heure que c'est facile pour des pays européens de dire qu'on va se passer des hydrocarbures. Mais en même temps, on le fait pas pour l'instant non plus. Donc comment on fait? Non, bien sûr. Alors, les énergies fossiles aujourd'hui, ça représente à peu près les 3/4 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et puis vous avez un quart qui provient de l'agriculture et de la déforestation. Ça sera le sujet de la COP30 à Belém au Brésil l'an prochain. Mais les 3/4 des émissions, ce sont des émissions qui proviennent des énergies fossiles. Et donc l'enjeu, c'est évidemment d'accélérer le déploiement des énergies bas carbone et de faire en sorte que ce déploiement chasse les énergies fossiles du mix énergétique mondial. Le problème, c'est que jusqu'ici, d'abord, nous avons eu tendance à empiler les énergies les unes sur les autres, et donc on était dans une logique d'accumulation des énergies les unes sur les autres, et l'enjeu, c'est de faire en sorte que les énergies décarbonées remplacent les énergies fossiles. Et l'autre enjeu, c'est de faire en sorte que les énergies décarbonées soient accessibles à tous. Or, pour le moment, c'est très, très, très loin d'être le cas. On voit qu'on progresse, notamment, particulièrement en Chine et dans une moindre mesure, en Europe et aux États-Unis. Là où le progrès des énergies renouvelables est le plus spectaculaire pour le moment, c'est en Chine.
l'an dernier, non pas l'an dernier, cette année, 2024, on estime que environ 2000 milliards de dollars ont été investis dans les énergies à bas carbone. Sur ces 2000 milliards de dollars, ce qui permet d'un coup de faire relativiser les chiffres de 1000 ou 1300 milliards qui étaient demandés à la COP29, sur ces 2000 milliards de dollars, à peu près 1300 ont été investis en Chine. À peu près 400 en Europe et à peu près 300 en Amérique du Nord. Ça veut dire que la Chine a investi dans les énergies renouvelables plus de 2 fois le montant de la totalité des autres pays du monde. Et donc, il faut absolument se rendre compte de la vitesse à laquelle est lancé le train d'investissement de la Chine. Et donc, c'est un enjeu fondamental pour l'Europe, à la fois pour la transition, mais aussi pour la compétitivité de nos entreprises, d'absolument se mettre à la hauteur de la Chine en termes d'investissement dans les énergies décarbonées. Sinon, très clairement, nos entreprises vont être ratiboisées. C'est le sens du rapport que Mario Draghi a remis à la Commission européenne le mois dernier, qui dit le facteur clé de la compétitivité de nos entreprises en Europe, ça va être l'accès à l'énergie. Et donc, plus on va investir dans les énergies décarbonées, mieux ce sera pour nos entreprises. Et il faut lire aussi une interview qui m'a beaucoup marqué, l'interview du patron de Renault, Luca De Meo, au sujet des coûts de fabrication de la nouvelle Renault 5, qui est donc une voiture sur laquelle mise beaucoup Renault, une petite voiture citadine électrique produite en France, qui dit que les coûts de fabrication, dans les coûts de fabrication de cette Renault 5, le coût de l'électricité représente 2 fois le coût de la main-d'œuvre. Et donc, ça veut dire concrètement que ce qui va faire que potentiellement nos entreprises ne seront plus compétitives, c'est pas parce qu'un ouvrier français va coûter plus cher qu'un ouvrier chinois, c'est parce que l'électricité va être beaucoup plus chère en Europe qu'elle ne va l'être en Chine. Et donc, cette question, je dirais, des investissements dans les énergies décarbonées, elle est absolument fondamentale. Et pour le climat, et pour nos entreprises. Et puis, l'autre problème, c'est que sur ces 2000 milliards de dollars, il y a quasiment rien qui a été investi dans les pays du Sud. La totalité de cette somme, elle est investie dans les pays industrialisés et en Chine. Et pourquoi est-ce que ces investissements n'ont pas lieu dans les pays du Sud? Parce qu'ils sont considérés comme trop instables, quelle horrible faute de liaison. Parce que, pardon, surtout si c'est enregistré pour la télévision, toutes mes excuses. Donc, parce que ce sont des investissements qui sont considérés trop instables d'un point de vue économique ou politique. Et le problème, c'est qu'aucun assureur aujourd'hui ne veut prendre le risque de la première perte. Et donc, les assureurs privés ne peuvent pas assurer les investissements, et donc les investisseurs privés n'y vont pas. Et à mon avis, un enjeu fondamental, c'est effectivement de parvenir à dérisquer ces investissements, notamment en fournissant des garanties d'État, ce qui permettrait aux investisseurs privés et aux assureurs privés d'assurer ces investissements et de faire en sorte que ces 2000 milliards de dollars, et c'est un montant qui grimpe chaque année, soient beaucoup mieux distribués à l'échelle du monde. Vous avez évoqué la question de l'énergie, la question de la mobilité également, et on y reviendra tout à l'heure. On a parlé pour préparer cette rencontre de la question de l'épargne, et de la finance, oui, comme levier important pour accélérer la transition vers une transition la plus juste possible. Est-ce que vous pouvez nous détailler cet axe de l'épargne, qui est un levier considérable selon vous? Quand on regarde les montants, c'est évidemment absolument saisissant. Si on regarde les montants investis dans l'épargne en France, on estime, et encore c'est l'épargne qui est déclarée, on estime que c'est entre 6 000 et 8 000 milliards d'euros. C'est-à-dire l'argent des Français placé dans les banques. Si je prends le seul montant des encours des contrats d'assurance vie, on est sur 1 800 milliards d'euros. Et donc vous mettez ces montants, 1 800 milliards d'euros, c'est à peu près 2 000 milliards de dollars. Ça veut dire que juste les contrats d'assurance vie en France, c'est à peu près le montant total qui est investi en 2024 sur les énergies bas carbone, donc sur le nucléaire et sur les renouvelables. Ce sont des montants absolument considérables. Alors évidemment, tout cet argent, il ne dort pas à la banque, il finance l'économie, mais ça veut dire qu'il finance aussi, encore largement, des projets d'extraction fossile, des projets de déforestation, et souvent, je dirais, sans que les épargnants soient du tout conscients du pouvoir qu'ils ont avec leur argent. Et je pense que la plupart des gens
ont une idée à peu près correcte des petits gestes qu'ils peuvent faire au quotidien pour réduire leur empreinte carbone, sur l'isolation de leur logement, sur l'usage des transports en commun, sur l'achat de fruits et légumes de saison, etc. Et tout ça est évidemment très important. Mais vraisemblablement, tous ces petits gestes que les gens font au quotidien se trouvent très vraisemblablement annulés pour peu qu'ils aient quelques milliers d'euros en banque investis sur un livret A classique ou sur un plan d'épargne logement ou sur une assurance prévoyance ou que sais-je. Et les gens n'en sont pas du tout conscients. Prenons une entreprise comme Total Energy, dont l'image s'est considérablement dégradée auprès du public ces derniers temps. Total Energy a en France 500 000 copropriétaires. Il y a 500 000 Français qui sont des petits porteurs d'actions de Total Energy. Si ces personnes, à un moment donné, pouvaient faire valoir leur droit d'intervenir à l'Assemblée générale de Total, comme ils en sont parfaitement en droit, je pense sincèrement que les assemblées générales de Total ressembleraient à autre chose. De la même manière, si les gens réalisaient le pouvoir qu'ils ont avec leur argent en banque, je pense que beaucoup de gens seraient parfaitement d'accord, seraient parfaitement horrifiés d'abord, de savoir que leur argent qu'ils ont placé euro après euro sur leur compte épargne sert à leur insu à financer des projets qu'ils désapprouvent et des entreprises dont ils désapprouvent l'action. Et je pense qu'une partie assez considérable d'entre eux seraient parfaitement d'accord d'investir une partie de leur épargne dans des projets qui font du sens pour eux, dans des projets de bien commun, dans des projets pour la transition, seraient d'accord de soutenir des entreprises qui leur paraissent faire le bien commun et d'investir dans ces entreprises, seraient même d'accord de financer des projets d'infrastructure via des souscriptions publiques. Je pense en réalité, les sommes dont nous avons besoin pour la transition, qui paraissent absolument énormes, il y a moyen de les lever assez rapidement en proposant des produits d'épargne et des véhicules d'investissement appropriés. Le problème, c'est que, pour le moment, il y a un taux de souscription, d'abord que les banques ne sont pas à la hauteur parfois dans ce qu'elles proposent comme produits d'épargne ou comme véhicules d'investissement, et qu'en plus, ces produits sont sous-souscrits. Et les banques se plaignent sans cesse de dire « Ah là là, mais les fonds impact, c'est bien, etc. » Mais le problème, c'est que nos clients n'en veulent pas beaucoup. Il se trouve que j'ai fait récemment l'entretien annuel avec mon conseiller bancaire. Vous savez, cet entretien annuel qui a pour but que le conseiller bancaire connaisse davantage son client et en particulier mesure son aversion au risque d'investissement. Et donc, on vous pose des petites questions, genre si vous avez 100 euros, combien est-ce que vous seriez prêt à mettre dans des placements à risque, de combien d'argent est-ce que vous voulez pouvoir disposer immédiatement, etc., etc. Et je ne remplis pas le questionnaire moi-même, et le conseiller le remplit à ma place sur son écran d'ordinateur qu'il me montre de temps à autre. Et puis arrive la page « Êtes-vous intéressé par des investissements à impact dans la transition ?» Et là, le conseiller répond d'emblée « Ici, je coche non, sinon ça va vous bloquer. » Je dis « Mais attendez, cet entretien n'est pas supposé d'être un truc connaissance du client, un machin comme ça. » Et je dis « Attendez, revenez un peu à l'écran d'avant. » Et si dans toutes les banques, tous les conseillers disent ça à leurs clients, ben forcément, après, on a les patrons des banques qui disent « Vous savez, nos clients sont pas trop intéressés. » C'est quelle banque? Forcément. C'est quelle banque pour je ne vais pas le dire, parce qu'on est filmé, je le dirai après au cocktail. Bon, il y a un classement des banques sur les Amis de la Terre. Je vous renvoie à la page. Vous avez toutes les banques qui investissent ou pas et vous saurez où mettre votre argent. Mais donc, sincèrement, le geste le plus utile, si vous avez quelques milliers d'euros en banque, c'est d'aller demander à votre conseiller bancaire ce que finance cet argent. Et vous serez souvent très surpris de la réponse et parfois même horrifié de la réponse. Donc plutôt que d'attendre que les politiques contraignent, à nous, citoyens, de faire les bons gestes, de flécher, de créer du levier, de s'emparer d'outils démocratiques si on est investisseur, sociétaire. Et c'est comme ça qu'on va renverser la balance, François Gemène ? Le problème, c'est qu'on vit en démocratie. Je me rends compte qu'on est filmé alors que je dis ça. C'est-à-dire que pour que les politiques agissent, il faut qu'il y ait une majorité qui s'exprime en ce sens. Votre épargne, vous n'avez pas besoin d'attendre que tous les épargnants de la banque demandent à la banque de changer. Vous pouvez changer individuellement et si même un infime pourcentage des épargnants français décident de réorienter leur épargne, ça suffit à lever les fonds nécessaires pour la transition. Et donc il y a des tas de... J'ai longtemps eu la naïveté de croire que pour que la transition s'effectue,
il fallait qu'il y ait une sorte de bascule d'une majorité et qu'il fallait que la majorité des citoyens s'engagent, que la majorité des entreprises ou des gouvernements s'engagent. En réalité, il n'y a pas forcément besoin de la majorité. Et je crois que la transition, comme tous les grands changements économiques, politiques et sociaux à travers l'histoire, va d'abord être guidée par une minorité qui va faire des choix courageux et qui va en quelque sorte débroussailler la route de manière à ce que les autres puissent ensuite emprunter la voie. Et je crois que c'est vraiment le rôle de chacun de nous de se transformer en minorité active et éclairée et d'ouvrir la voie dans laquelle la majorité pourra ensuite s'engouffrer. Et je suis frappé de voir comme toute une série d'actions, même au niveau local, où on pourrait se dire finalement, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Est-ce que c'est une petite action dans une petite municipalité ou dans une PME? Est-ce que vraiment ça a du sens? Ça a le pouvoir potentiellement de transformer les choses à beaucoup, beaucoup plus grande échelle. Encore une fois, je prends l'exemple de Cities parce que je connais un petit peu. Il faut leur laisser du temps. Après, ils vont pouvoir aussi eux-mêmes parler. Mais potentiellement, si vous parvenez à faire en sorte, à partir d'une petite initiative, que le covoiturage devienne la norme et que, en gros, notre rapport à la voiture individuelle s'en trouve complètement modifié, vous avez un levier d'action gigantesque par rapport à ce qui est, je le rappelle, la première source d'émissions en France, le transport routier. Et justement, dans les territoires, ça tombe bien, j'avais envie qu'on y vienne. Par quoi on commence? Parce que les finances publiques, elles sont contraintes, hein, vous l'avez rappelé, ça a été redit. La sobriété, ok, c'est bon, on est dedans. Maintenant, voilà, il faut être pragmatique, vous l'avez rappelé, et même ne serait-ce que pour être dans une certaine justice, on n'a pas trop le choix finalement. Alors comment on est pragmatique sur les territoires? Par quoi on commence? On commence sur puisqu'on n'a pas forcément le levier pour dire demain vous pourrez plus prendre d'essence dans vos véhicules. Donc on fait quoi? On commence par l'alimentation. On commence par quoi? Si on est à l'échelle des territoires, ici, donc à l'échelle des collectivités locales, je pense qu'il y a deux grands leviers prioritaires pour les collectivités locales. C'est le transport et le logement. Le transport, comment est-ce qu'on met en place des solutions de transport pour toute une série de gens qui souvent sont coincés avec leur voiture, ce qui fait que aujourd'hui, la plupart des gens utilisent leur voiture personnelle pour leurs déplacements du quotidien. C'est pas forcément parce qu'ils sont fans de bagnole, c'est parfois tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce qu'il n'y a pas de solution de transport public. Et donc là, à l'échelle des collectivités, il y a un enjeu fondamental qui est d'offrir des solutions de transport public, et ça passe aussi potentiellement par des questions d'aménagement du territoire, c'est-à-dire où est-ce qu'on met les lieux d'emploi, comment est-ce qu'on les connecte aux lieux de vie des gens par des transports. Le deuxième levier, qui est vraiment tout aussi fondamental, c'est la question de la rénovation thermique des logements. La rénovation thermique des logements et des bâtiments publics permet à la fois d'éviter que ça soit des passoires énergétiques en hiver, et donc de réduire leur consommation énergétique, et ça permet d'éviter aussi que ça soit des fours en été. Et donc, on touche à la fois un objectif de réduction des émissions et un objectif d'adaptation. Et avec ces deux leviers de transport et de rénovation des logements et des bâtiments publics, on touche aussi, et je crois que c'est très important, on touche aussi un aspect social. C'est-à-dire qu'on montre aux gens à quel point l'écologie, la transition, ça peut leur apporter des avantages, des bénéfices concrets dans leur vie de tous les jours. Et à quel point des transports décarbonés, ça veut dire aussi des transports qui leur coûtent moins cher, qui sont plus fiables, qui sont plus intéressants, plus rapides pour eux. Et à quel point des logements ou des bâtiments publics décarbonés, ça veut dire aussi des bâtiments plus confortables, moins énergivores et donc moins coûteux en facture énergétique. Et je crois qu'aujourd'hui, un des enjeux fondamentaux, si on veut faire en sorte que la transition cesse de nous apparaître comme une contrainte qui nous tombe dessus ou comme un boulet qu'on doit tirer, c'est d'offrir des solutions qui soient dans l'intérêt des gens et de montrer aux gens à quel point la mise en place de ces solutions, en fait, c'est dans leur intérêt, en commençant par les publics les plus vulnérables, qui souvent, il faut le dire, ont l'impression d'être mis de côté, ont l'impression de devoir supporter toute la charge de l'effort, à la fois la charge financière, mais aussi la charge morale, parce qu'ils sont très souvent culpabilisés, et qui ont l'impression très souvent que l'écologie, c'est un truc de bourgeois nantis dans les centres-villes qui vont après aller régenter la vie des autres et notamment régenter la vie des pauvres et leur dire comment ils doivent vivre. Et ça, c'est un vrai point quand même, cette acceptation sociétale dans les territoires ruraux, notamment la question de la mobilité, abandonner la voiture. Pour l'instant, ils ne semblent pas prêts. On ne demande pas aux gens d'abandonner la voiture. Oui, mais en tout cas, peut-être. On offre aux gens une solution de transport public qui leur fera spontanément préférer la voiture. Vous vous souvenez du slogan de la SNCF ?
à nous de vous faire préférer le train. Malheureusement, la SNCF n'est pas toujours au rendez-vous de ce slogan. J'ai été bloqué dans un train ce matin. Vous êtes de mauvaise foi, François. mais vraiment, la question, à mon avis, notamment sur les questions de transport, on est trop souvent parti dans des logiques réglementaires, d'interdiction, de limitation, etc., plutôt que dans une logique de développement de l'offre. Et je pense que si les gens ont à côté de leur voiture individuelle, qui leur coûte cher, qui leur fait passer du temps dans les embouteillages, qu'ils n'aiment pas forcément conduire, si on leur offre des solutions de transport gratuites ou en tout cas moins chères, eh bien les gens vont naturellement se tourner vers ces solutions de transport. Et je pense que vraiment, l'erreur qu'on commet souvent en matière de transition, c'est d'essayer avant tout d'agir sur la demande. Et donc d'essayer de dire aux gens comment ils doivent vivre, leur interdire tel ou tel comportement. Et donc les gens ont parfois l'impression de quelque chose d'oppressant. Qu'on impose. Qu'on leur impose. Ce qui les amène parfois à rejeter d'emblée et les politiques de transition et du même coup de jeter le bébé avec l'eau du bain et donc de jeter la science du climat avec. Et c'est ça qui explique aussi la montée du climato-scepticisme en France. Je pense qu'il faut jouer bien davantage sur les politiques de l'offre. C'est-à-dire qu'est-ce que nous allons offrir aux gens comme solution sans leur interdire certains comportements, mais en les amenant naturellement à préférer des solutions décarbonées parce que nous allons les leur offrir. Sur la question de la rénovation des bâtiments publics, par exemple, je vois le nombre de bâtiments scolaires qui aujourd'hui tombent en ruine ou quasiment, qui donc ne permettent pas aux enfants ou aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions, qui parfois mettent leur santé en danger, notamment l'été lors des canicules. Et je pense qu'il y a une vraie obligation et un vrai enjeu de rénovation de ces bâtiments scolaires, de manière à montrer aussi au public les plus défavorisés que l'écologie, c'est aussi pour eux et c'est aussi des bénéfices pour eux. Voilà, ça c'est juste les solutions pour les collectivités. Oui. Mais il y en a plein d'autres. Si vous me parliez des solutions au niveau individuel, on a parlé de l'épargne. Dans les industries, il y a encore plein d'autres solutions. En fait, nous avons toutes les solutions. Et je crois que pour moi, c'est le point saillant du dernier rapport du GIEC, qui malheureusement n'a pas été le plus médiatisé, c'est de dire que nous avons aujourd'hui à notre disposition toutes les connaissances, toutes les technologies et toutes les ressources financières pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Donc c'est quelque chose qui est à notre portée. Maintenant, la question, c'est de voir comment nous allons pouvoir déployer ces solutions. Comment nous allons pouvoir déployer ces solutions? Et peut-être une dernière question quand même pour terminer, la question politique. Vous êtes politologue, François Gemène. Est-ce que le politique, les politiques aussi, outre les citoyens, les entreprises, peuvent débloquer ce levier-là? Non, je crois pas. Alors, je sais que ça paraît un peu brutal comme ça, comme réponse. Pendant très longtemps, j'ai été prof à Sciences Po. C'est-à-dire que j'enseignais les questions de transition, d'écologie à de futurs dirigeants politiques. Il y a 2 ans, je suis arrivé à la conclusion que ça ne servait à rien. Et je suis passé à HEC pour former les futurs dirigeants économiques à ces questions. Et je pense malheureusement, aujourd'hui, dans l'état actuel de nos démocraties, qui sont absolument gangrénées par le populisme et par les désinformations, je pense hélas qu'il n'y a pas grand-chose à attendre du politique, en tout cas du politique au niveau national. Je pense que très clairement, là où je vois des choses bouger politiquement, je le vois bouger au niveau local, dans les collectivités. Je vois beaucoup de choses qui sont faites dans les collectivités. Je vois aussi beaucoup de choses qui sont faites au niveau européen, même si c'est, on pourra le dire, par une certaine forme de bureaucratie européenne. Au niveau national, par contre, je vois une sorte de champ de bataille complètement gangréné par le populisme et par la désinformation, où on voit que globalement, je m'excuse de le dire un peu brutalement, que globalement, les gens ne veulent pas qu'on s'occupe du climat. Globalement, élection après élection, on ne peut pas dire qu'on voit un vote massif pour des politiques climatiques ambitieuses. On voit qu'il est parfaitement possible aux États-Unis comme en Europe de nier la réalité du changement climatique et pourtant de vous faire élire aux plus hautes fonctions de l'État. C'est pas du tout rédhibitoire pour les électeurs, et au contraire, la négation du changement climatique devient même presque un argument électoral qui va attirer à vous des électeurs supplémentaires. Et donc, moi je déteste cette posture où on va dire ah là là, les gouvernements ne font rien, l'inaction gouvernementale. Regardons les résultats des élections. Qu'est-ce que nous demandons à nos gouvernements? Surtout de ne pas agir, surtout de ne rien faire. Je le dis de façon presque un peu provocatrice, et je ne devrais pas parce qu'on est filmé, mais si un gouvernement aujourd'hui s'engager pour le climat, c'est quasiment comme s'il trahissait le mandat
que lui ont confié ses électeurs, qui était globalement un mandat d'inaction. Ça sera peut-être pas tout le temps comme ça, et j'espère que ça sera pas tout le temps comme ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Et que globalement, s'il y avait vraiment une action politique majeure à fournir en Europe, il fallait élire des gouvernements il y a 2 ou 3 ans. Très clairement, la trajectoire sur laquelle nous nous trouvons va être déterminée par les actions que nous aurons décidées d'ici à 2030. Et je vois pas, en tout cas dans l'immédiat, un reflux de la désinformation, du scepticisme, du populisme. Je crains au contraire que ça soit une très mauvaise passe que nous devions passer, à laquelle nous devrons résister pendant au moins les 5 ou 10 prochaines années. C'est-à-dire que j'ai pas peur de dire que je place aujourd'hui l'essentiel de mon espoir et donc de mon action dans le monde économique et dans la manière dont l'économie va se saisir de ces sujets, parce que je pense que beaucoup d'entreprises ou d'acteurs du monde économique réalisent que c'est dans leur intérêt et que globalement l'économie du XXIe siècle sera plutôt une économie décarbonée et que plus tôt ils iront dans cette direction, plus ils seront compétitifs et que c'est aussi la garantie de leur rentabilité future. Et je crois, et je suis frappé, pour quand même conclure sur une note positive, je suis frappé de voir que derrière un peu toutes les polémiques qu'on a au niveau national et qui se déroulent à longueur de journée sur les plateaux de radio ou de chaînes de télévision, derrière les moyens qui sont rognés et malgré la bonne volonté de certains, je ne veux pas ici jeter tous les politiques, mais ils sont vraiment pris dans un carcan assez terrible, je vois par contre une transition qui est à l'œuvre. Je la vois dans les territoires, dans les collectivités, dans un nombre croissant d'entreprises. Je vois toute une série de choix, parfois courageux, qui sont faits, de décisions assez audacieuses, de transformations, parfois techniques ou technologiques, qu'on n'imaginait pas possibles il y a encore 5 ans. Et donc, je vois toute une série de choses qui sont à l'œuvre et qui expliquent que la France est quand même réduit, malgré tout ce qu'on peut dire sur la transition, est quand même réduit ses émissions de 5,7% l'an dernier, ce qui est un chiffre encore insuffisant, mais malgré tout encourageant. Et donc, je vois cette transition à l'œuvre à bas bruit. Elle est largement le fait des entreprises et des collectivités. Et le risque, c'est effectivement qu'il y ait une sorte de fossé grandissant entre ce qui se passe dans la réalité des territoires et des industries et la manière dont on en parle dans le débat public au niveau national. Et ça, évidemment, c'est un risque important, mais ne croyons surtout pas que la transition est impossible ou n'existe pas ou n'adviendra pas. Moi, je la vois à l'œuvre quand même à peu près tous les jours dans les entreprises et dans les territoires. Merci François Gemène, on peut l'applaudir. Alors on va poursuivre nos échanges après quelques questions, si vous en avez bien sûr dans la salle. Je vous invite à lever la main. Plutôt question que réaction, si vous le voulez bien. Allez, un homme, une femme, un homme. On va essayer de rester dans cette... Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez commencé à parler un petit peu d'économie et de fiscalité. J'aimerais savoir si vous avez une idée pour une entreprise qui démarre sur sa vision comptable, fiscale. Voilà, qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en œuvre pour pas parler que euro et pour parler d'autres choses. Mais d'abord, elle va y être grandement aidée par la réglementation européenne, la CSRD, qui, sous des dehors un peu technocratique ou bureaucratique et sous un horrible acronyme, je pense, va transformer complètement la comptabilité des entreprises et donc le regard qu'on va porter sur la performance des entreprises et aussi potentiellement le rôle des entreprises dans la société. Jusqu'ici, les entreprises devaient tenir une comptabilité en euros sur leurs résultats financiers. Désormais, elles vont devoir tenir une comptabilité également avec des critères extra-financiers, c'est-à-dire elles vont devoir mesurer leur impact environnemental et leur impact social. Et donc, elles vont présenter, dès cette année pour les plus grandes entreprises, dès les années suivantes pour les entreprises moyennes et plus petites, elles vont présenter une double comptabilité avec des indicateurs financiers et extra-financiers. Ce qui est quand même une façon, je pense, de rééquilibrer les plateaux de la balance, parce que la question c'était qu'est-ce qu'une entreprise va pouvoir présenter comme indicateur à part simplement des euros. On a désormais toute une méthodologie qui va permettre non seulement aux entreprises de faire cette comptabilité, mais également de se comparer entre elles et de se comparer au cours du temps. Alors la méthodologie est un peu lourde, peut-être qu'elle sera un peu assouplie
au cours des prochains mois, mais ça veut dire que c'est quand même, à mon avis, une évolution tout à fait notable. Quand je disais que les grandes impulsions venaient quand même souvent du niveau européen, ça en est une, et je pense que c'est vraiment une mesure qui va transformer fondamentalement la manière dont les entreprises jugent leur performance. Ça veut dire que demain, on va plus juger la performance d'une entreprise uniquement en fonction de ses résultats financiers, de sa valeur en capitalisation, mais on va aussi juger de la performance d'une entreprise eu égard à son impact environnemental et à son impact social. Et pour moi, c'est une vraie révolution copernicienne dans les indicateurs qui sont affectés aux entreprises. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse de l'inutilité, si on peut dire, enfin là, je traduis, l'inutilité des politiques globaux, enfin des politiques nationales. On en subit tous les jours les conséquences. Et effectivement, la vision que vous avez de voir les collectivités locales et régionales qui font des choses qui avancent. Bon, il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, mais vous pouvez pas parler de tout, donc j'ai envie quand même de le dire. Il y a tout le tissu associatif qui œuvre silencieusement et qui vraiment, je pense, depuis que je suis dans l'associatif, je me dis, il y a quand même un formidable travail qui n'est pas reconnu ou à peine reconnu et qui fait des tas de choses et qui pallie des manques essentiels que ne fournit pas l'État, par exemple. Non, vous avez tout à fait raison de le dire, et je préside le conseil scientifique de la FNH, donc je suis bien placé pour savoir le rôle du tissu associatif qui est, il faut le dire, est très présent en France, davantage présent que dans d'autres pays européens, et c'est ça aussi qui fait que les collectivités peuvent s'engager. Je suis frappé du nombre de collectivités qui, lorsqu'elles veulent développer un projet, vont s'associer et vont s'appuyer sur l'associatif qui va préparer le terrain, qui va parfois alerter par rapport à certaines injustices ou certaines choses mal calibrées. Et je suis frappé de voir à quel point, là encore, au niveau national, les associations passent souvent, je dirais, sont souvent rejetées au second plan et passent souvent pour un peu des militants excentriques parfois, alors que sur le terrain, on voit bien à quel point ce sont des relais absolument précieux des politiques locales et à quel point elles vont parfois aussi pousser et dénoncer lorsque c'est nécessaire certaines aberrations, et c'est absolument essentiel.